bienvenue à tous. On est en phase digestive, mais vous allez voir, ça va être hyper sympa. Maxime voulait arriver en courant, mais je lui ai dit que c'était peut-être pas la peine. On n'a pas besoin de tout ça. Ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir introduire un petit peu le sujet. On va parler d'événementiel, d'Ultra Spirit, un événement qui est organisé et pensé à la base par François Dème. Et ça, vous reparlerez tout à l'heure justement de la genèse de l'événement. Et avec deux compères qui sont Maxime Schuller de Phil Experience, qui était Phil Event avant, une boîte qui a maintenant 15 ans, c'est ça, vous allez souffler vos 15 bougies. Un projet d'étudiant qui est devenu réalité et qui a bien fonctionné, puisqu'il existe jusqu'à maintenant. Et Arthur Palais, qui nous vient d'ERCOP et qui a toujours grandi et travaillé dans le monde événementiel pour des grands groupes comme GL Event, aussi dans le domaine de la culture, théâtre de Bonlieu, et maintenant depuis 6 ans à ERCOP. Messieurs, je vous laisse la parole. Cette salle était hyper clean et hyper bien travaillée, donc je compte sur vous pour qu'on ait la même organisation. À vous. Super. Enchanté, bienvenue. Donc moi c'est Maxime et en face mon compère Arthur. On est bon ? Bonjour. C'est parti. C'est un duo, hein. Attention, c'est un 4 mains. Un événement sportif peut être raisonné et raisonnable. Le titre, ça c'est une bonne question. On va essayer d'y répondre. On va essayer. Moi je vais commencer par le début et vous dire que événementiel, par définition, c'est éphémère. Et par définition, l'éphémère n'est pas durable. Donc comment arriver à faire quelque chose de durable avec un événement qui, par définition, est éphémère. C'est vraiment la question antinomique qui est posée. Le meilleur moyen pour ne pas polluer, c'est de ne pas faire d'événement. Vraiment. S'il y avait une solution, c'est de ne pas le faire. En fait, on est un peu des passionnés. Nous, Charlie et moi, mon associé, François Daen, Karine Daen. Donc Karine, c'est la femme de François. François, multiple champion de l'UTMB et d'autres courses à travers le monde en ultra trail, soutenu par des marques mondialement connues telles que notamment Salomon. Et en fait, on aime trop ça et on a envie de partager des expériences fortes en montagne. Donc oui, on va faire de l'événement. Oui, on ne va pas être forcément au plus durable, mais néanmoins, quand on fait un événement en 2022, on peut le faire de manière un peu plus raisonnée et raisonnable. Et puis j'ajouterais que le public aussi aime ça. Le public est passionné. On a vu avec le Covid que c'est bien de rester chez soi, mais bon, on aime bien quand même partager et les événements ont cet avantage d'être fédérateurs. Donc il y a un intérêt social et un impact positif en tout cas d'organiser des événements. Et voilà, donc on ne va pas arrêter de faire des événements. Encore un peu de job. Allez, parce que 3 minutes valent mieux que 1000 mots, je vous mets la vidéo de la première édition en 2022 qui va vous raconter ce que c'est Ultra Spirit. Ultra Spirit, nouveau projet, nouveau challenge, par équipe de 3, pendant tout un week-end, avec des petites surprises, des petites activités, des moments forts et conviviaux tous ensemble, et notamment lors de 2 beaux bivouacs en altitude. Ça y est, dans 1 heure c'est le départ. Il fait beau, on est bien content, la pression monte. Bonne course à tous! C'est magnifique, on est bien. On en prend plein les yeux, c'est trop bien. Bon ben voilà, fin de la première étape. On est là maintenant sur le bivouac, le lieu de bivouac avec des couleurs magnifiques. Tout le monde est rentré avant le coucher de soleil, parfait. J'ai l'impression que le parcours a bien plu. En tout cas, c'était cool. On a bien dormi quand même. La journée s'annonce ensoleillée, le moral est au beau fixe. Ils nous ont préparé encore du costaud là. Ça va être une très très belle journée, je pense, pour les coureurs. 3, 2, 1, go!
comme ça, avec des vues incroyables. Troisième jour, bouquet final là, avec une belle première aventure. Mais voilà, l'an prochain sera vite là. Franchement, c'est un trail que... Enfin, c'est pas un trail, c'est une aventure. Une aventure. Et en fait, c'est juste quelque chose, t'aimerais que tous les autres soient comme ça. C'était incroyable. C'était une expérience hors du commun, un trail vraiment pas comme les autres, c'était trop bien. On signerait pour chaque année, vraiment. Voilà pour cette première édition d'Ultra Spirit qui était en 2022. Merci. Vous avez compris, donc Ultra Spirit, c'est de la sueur et des valeurs. C'est d'abord du trail, on va pas l'oublier, c'est de la montagne, c'est de la course à pied en montagne, c'est du bivouac, dormir 2 nuits en altitude à 2000 mètres d'altitude, où il n'y a absolument rien à part des alpages. On le fait d'ailleurs en fin de saison parce que les alpages, les vaches sont déjà passées. Petite anecdote, on enlève les bousses de vache, on a passé des journées à enlever les bousses de vache. On est par équipe de 3, parce que le collectif est plus fort, parce qu'on apprend plus sur soi-même et plus sur les autres, et on partage en montagne. C'est pour ça que Caroline et François ont vraiment tenu à faire un trio. Il y a des défis insolites, comme vous l'avez vu, que se jeter dans un lac de montagne et faire la via ferrata, plein de choses qui paraissent a priori dénuées de sens, mais en fait qui ne le sont pas du tout. Il n'y a pas de chrono. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le parcours qui s'adapte à votre niveau. Il y a un point A, c'est le départ. Il y a un point B, c'est l'arrivée. Et tout le monde doit arriver en même temps, peu importe son niveau. Et dans les coureurs, je ne sais pas si vous avez reconnu, on a par exemple un Jim Walmsley qui a gagné l'UTMB. Et il y a aussi des coureurs comme Arthur et moi. Voilà. Quasiment. Et du coup, en fait, la particularité du tracé, c'est qu'il y a plusieurs tracés et en fonction du niveau, on va adapter en temps réel les boucles et les itinéraires pour chaque équipe parce que l'envie première de Caroline et François, c'est qu'on arrive tous ensemble au bivouac et qu'on boive un bon coup tous ensemble et qu'on partage. Parce que le gros problème en trail, classiquement, c'est qu'entre le premier et le dernier, il y a 2 fois plus de temps. Si le premier met 10 heures, le dernier en met 20. Normalement, dans les courses, voilà. Et là, c'est pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était partager tous ensemble. À l'essentiel, pas de douche. On est en alpage et tout, de toute façon, ça sert à rien. Reconnecter, voilà. C'est pas de réseau. On fait exprès d'aller dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Bon, pour un événement qui fait de la communication, c'est un peu compliqué pour nous en orga, mais bon, voilà. Et on le fait avec plaisir. C'est sympa, quoi. On n'est pas que des mangeurs de graines. On mange aussi plein de bonnes choses. Allez, on nous explique ce qui va se passer pendant cette petite conférence. La genèse, je vous explique comment a commencé Ultra Spirit. Après, on va parler de mesures. Ça sera Arthur. Comment nous, on a mesuré, on est intervenu pour mesurer l'impact de l'événement. Limiter, comment on a essayé de réduire nos émissions de carbone. Comment vous avez contribué à l'effort collectif sur la partie carbone aussi. Comment vous avez contribué positivement à l'impact localement. Et puis les inspirations, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des choses intéressantes, il y en a d'autres, je vais vous en présenter. Et puis je vais vous montrer un peu les limites, pour dire pourquoi ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. La genèse. Caroline, François, à la base, ce sont des vignerons. Et ils avaient un domaine viticole dans le Beaujolais. Et chaque année, ils faisaient les vendanges. Mais quand ils faisaient les vendanges, ils invitaient 70 de leurs copains. Et pendant 4 jours, ils faisaient
en collectif les vendanges. Donc c'est dur, c'est un peu comme les trails, il faut aller chercher dans ces retranchements. Et puis, il y avait des activités, des petits défis insolites. Et en fait, c'est un peu ça que Caroline et François ont voulu refaire dans le trail. Et en fait, en décembre 2021, on a François Daon, Salomon, et son partenaire principal, donc Salomon, qui nous appelle, qui nous disent les gars, donc les gars, c'est Charlie et moi-même, on voudrait casser les codes de la discipline et on voudrait faire un événement qui soit authentique, qui soit retour aux sources. Et on sait que vous avez organisé un autre événement qui a un peu cassé les codes aussi, qui s'appelle le Super Slalom. J'ai vu quelqu'un qui avait la casquette là, qui est un événement de ski alpin où on a cassé les codes. Et l'idée, c'était de le faire aussi dans l'univers de l'ultra trail et de proposer une autre proposition d'événement. Voilà. On a laissé pendant Noël et puis au printemps, allez, c'est parti, on y va. Et la grande chance qu'on a, c'est qu'on est parti d'une page blanche en 2022. Donc vous allez voir que en fait, pour nous, la partie engagement, elle est beaucoup plus simple parce qu'on n'avait pas tout ce poids, cet héritage de on a toujours fait comme ça, AEDD et Serge, ils font toujours comme ça, là on va faire comme ça. Non, en 2022, c'est beaucoup plus simple de prendre des choix qui ont vraiment un impact. La communication est lancée en juin 2022 et la première édition en septembre. Et puis là, on est en train de préparer la prochaine édition qui se déroulera dans Beaufortin, juste au-dessus, et notamment sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Et 3/4 du tracé le samedi, est-ce que Guillaume est là ou... Non, il est dans celle d'à côté. Pourtant, il intervient ici après. Ouais, on lui dira, Guillaume, viens chez toi. Alors, ce qui est exigeant, c'est cette ligne de crête. Comme en course à pied, comme sur un tracé, ici, en col de Grand Fond. C'est on navigue tout le temps entre une partie business et une partie responsable. Et en fait, on est toujours un jeu d'équilibriste sur cette crête en se demandant qu'est-ce qu'on doit faire comme action ou pas faire. C'est un événement qui est un événement d'image. Peu de participants, mais des gros moyens investis par les marques pour pouvoir rayonner à travers le monde. Donc d'un côté, on a le marketing. D'un côté, il faut de la visibilité médiatique, il faut une image de marque forte, il faut y aller, il faut être... Et c'est commercial. On ne va pas se mentir, mais là, à la fin, c'est pour vendre des baskets et des doudounes. De l'autre côté, on veut un événement qui soit authentique, qui soit responsable, qui ait un engagement fort, qui soit simple et qui soit avec un impact environnemental maîtrisé. Et tout le choix, tout le long, c'est de dire, allez, est-ce que je suis un peu plus à droite, un peu plus à gauche? On est sur cette ligne de crête. Et donc, pour essayer de rester sur cette ligne de crête, Phil, qui organise l'événement, via l'intermédiaire de Salomon, qui est un des sponsors principaux de François Daen, a fait appel à nous, AirCop, pour venir observer et mesurer l'impact de l'événement. Nous, on a développé une mesure d'impact chez AirCop qui, pour les événements, dédiée aux événements, qui va observer, qui essaie d'être le plus exhaustif possible. Qui vient observer 11 thématiques différentes, environnementales mais aussi sociales, pour observer les événements qui sont plutôt négatifs. Les impacts sur l'environnement sont en général plutôt négatifs. Mais comme je le disais en introduction, les événements ont ce pouvoir d'avoir un impact social souvent positif. Donc on essaie d'observer tout ça. À travers 11 thématiques, donc pas la plus parlante, mais les achats, l'achat, comment on achète tous ces produits, ces services a un impact sur l'environnement, évidemment, la mobilité, les transports, l'alimentation, les déchets, l'énergie, la communication, tout ce qui est biodiversité et ancrage local, donc comment on interagit avec les associations locales et puis les municipalités, par exemple. La mobilisation, c'est comment dans son organisation, on traite la question de la RSE et comment on la partage avec son public. La solidarité et l'inclusion des publics, l'eau et l'hébergement. Et là, il y en avait, puisque... Sous les tentes. Voilà, sous les tentes. Donc, on essaie d'observer tout ça. On a une mesure qui est vraiment exhaustive, qui se traduit par beaucoup de questions, plus de 200 questions, avec un accompagnement vraiment personnalisé. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a intervenu pour l'événement, avec 200 questions sur ces 11 thématiques. Qui nous permettent d'évaluer, enfin d'observer chaque sujet et de donner un score sur 100 pour que les organisateurs puissent se dire bon là on est plutôt très bon, là on est plutôt pas très bon.
Et on couple ça avec une estimation carbone, donc un bilan carbone, mais très simplifié pour que ça soit possible et pour donner une photographie de l'impact carbone de l'événement, qui est souvent le transport arrive en premier. Hein, voilà, ça c'est spoiler, mais c'est souvent comme ça. Et grâce à ces indicateurs qualitatifs et quantitatifs, on leur donne un plan d'action et des recommandations pour s'améliorer pour les années suivantes. Et ensuite, ils se saisissent de ça et ils en font ce qu'ils veulent. Mais voilà, là, ça a été suivi des faits, donc c'était bien. Et on a une version light qu'on a développée récemment qui s'appelle My Event Impact avec Pau, qui est dans la salle d'à côté, aussi sponsorisée par Salomon, qui est une version vraiment light de ces questions-là, qui permet aux petits organisateurs ou des grands organisateurs qui voudraient déjà gratuitement se tester via un site en ligne d'observer leur impact, et ils ont un score global qui permet de se situer. Et rien que le fait d'avoir des questions, de devoir y répondre, leur permet de cheminer. Et donc nous, on est intervenu dès la première année, même avant la première édition, ce qui a permis de mettre en place des choses, déjà des indicateurs de mesure pour suivre, suivre l'impact. Et donc là, vous avez le rapport d'impact, une synthèse du rapport d'impact de la deuxième année, où on voit en gros les scores par thématique. Et en pointillé, vous avez le score de l'année d'avant. Donc on voit qu'ils ont plutôt amélioré leur impact dans tous les domaines, notamment sur la partie diversité et inclusion. Et sur le côté bilan carbone, donc on en fait un bilan carbone de l'événement, l'estimation carbone qui était à peu près de 30 tonnes pour tout l'événement, ce qui vous parle peut-être pas beaucoup. L'empreinte, c'est en gros l'empreinte de 30 personnes sur une année, et qui était, le score qui est peut-être un peu plus parlant, c'est 0,26 tonnes par personne, par participant, ce qui représente 13% de l'objectif des 2 tonnes qu'on doit se fixer dans le cadre si on veut respecter la Accord de Paris et pas monter au-dessus d'1,5 degré à l'horizon 2050. Il faudrait qu'on soit à 2 tonnes. Et donc déjà, rien qu'en participant à cet événement, ils faisaient déjà 13% de cet impact-là. Donc, ce qui veut dire il faudrait encore l'améliorer. Ça, c'est la synthèse de 2003 de l'estimation de la mesure d'impact. Ça, c'est un document qu'on fournit aux organisateurs pour qu'ils puissent communiquer sur la mesure d'impact, qui est la version synthétisée, qui est plutôt tournée vers les actions qu'ils font. Donc on voit toutes les actions qu'ils font dans chaque domaine, les scores, et aussi j'ai le laser quelque part, mais je sais pas où il est. Toutes les actions et les pistes de progression qui se donnent pour les années à venir. Ce qu'on invite à partager avec le grand public pour que le public qu'on soit pas dans le green hushing dont on nous a parlé ce matin. Il faut pas ne pas rien dire, mais non pas non plus se faire mousser sur du greenwashing. Là, grâce à notre intervention, en plus en étant externe, ça leur permet de partager ça simplement. Et même Ultra Spirit est un des rares événements qui partagent le rapport complet avec tout le détail de la mesure, qui est disponible sur le site. Ultra Spirit d'AN Family. Si vous y allez voir Ultra Engagé, la page Ultra Engagé, et il y a effectivement le bilan complet, plus de 40 pages de dossier que AirCop nous a rédigé, et il y a un vrai gros travail derrière, et on essaie de le partager pour comme on fait aujourd'hui. Et donc dans un petit peu les mesures que nous on leur a soumis déjà dès le début, quand on travaillait même avant la première édition, un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est déjà de connaître son impact, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs pour se dire, nous, le premier truc qu'on leur a fait faire, c'était de peser leurs déchets. C'était pas évident. Ce qui faisait, quand on est sur un événement, peser les cartons, les verres, le compost. Déjà, le différencier, c'est une chose, mais avant de le mettre dans chaque poubelle, c'en est une autre. Compter les transports, par exemple, on a des véhicules, comme on est obligé, on essaie de limiter le nombre de véhicules, mais dans chaque véhicule, il y a une petite fiche qui nous dit OK, j'ai fait tant de kilomètres, et dans la voiture, on était 2, on était 3, j'étais tout seul. Donc c'est vraiment détaillé, et c'est tous des process à mettre en place en interne dans l'équipe d'Orga, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est une des premières choses qui ne coûte pas grand-chose, un peu d'investissement humain, mais de connaître
sur le transport, les déchets, l'énergie, l'eau, de connaître voilà, ce qu'implique l'événement. Dans les mesures qu'ils ont prises et qui ont, entre les années qu'on a observées, par exemple, d'inciter plus les candidatures d'équipes femmes ou d'équipes mixtes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup la première année sur l'impact social, de motiver davantage les gens à venir par des transports bas carbone. Il y avait un impact dans la compétition qui est assez amusant, dont on parlera plus tard, qu'ils ont renforcé vraiment dans leur communication en leur disant attention, si vous venez voilà, plus vous serez économe sur le transport, ça pourra vous aider pendant la compète. Et puis de renforcer l'offre végétarienne. Et ensuite, sur des choses un peu plus ambitieuses qui étaient aussi recommandées, d'essayer d'intégrer les personnes en situation de handicap. On a souvent Cette année, vous verrez, on a des unijambistes qui vont faire Ultra Spirit en 2025. Juste un ordre d'idée, c'est 100 km et c'est 10 000 mètres de dénivelé sur 3 jours dans un terrain technique dans le Beaufortin. Je peux vous jurer, ces deux unijambistes sont costés et vous pouvez aller les voir sur les réseaux fin septembre. Alors voilà, on leur a aussi recommandé d'essayer d'éviter de prendre des équipes qui venaient en avion. C'était pas forcément, ça amenait des discussions en tout cas. Et puis d'inclure les personnes éloignées de l'emploi dans les prestataires qu'ils utilisaient pour l'événement. Voilà. Alors limité. Effectivement, comme je disais, en 2022, c'est bien plus simple quand on crée un événement parce qu'on peut définir, avoir une ADN tout de suite qui est radicale. Donc tout de suite, nous, on a décidé de limiter le nombre d'équipes. Aujourd'hui, on a atteint un seuil, on est 45 équipes de 3. Donc par rapport à d'autres événements, on est très petit en termes de nombre de participants. Et pourtant, on a un nom fort, le nom de François Daen, qui pourrait attirer beaucoup plus de monde. Mais non. On veut faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. On veut limiter les équipes transatlantiques. C'est-à-dire que François a une renommée internationale et on a des coureurs du monde entier qui nous demandent de venir. Et chaque année, on limite le nombre d'équipes qui, on sait, vont devoir venir en avion. On fait exprès de dire on prend une équipe. Alors, on ne veut pas interdire totalement, mais on ne prend qu'une seule équipe sur les 40 qui va devoir revenir en avion. Préférence donc dans la sélection pour les équipes locales. On essaye d'équilibrer le rapport homme-femme et en fait les femmes sont sous-représentées dans les candidatures. Par contre, on les surreprésente dans l'acceptation de leur dossier. C'est-à-dire qu'on fait exprès, on a peut-être que 30% de femmes qui candidatent. Par contre, et on a 50% qui sont, au final, il y a 50-50 hommes-femmes parce qu'on surreprésente les femmes. Et puis l'amélioration continue. D'année en année, on essaye de progresser, de mesurer et puis de faire un petit peu mieux d'année en année. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, donc nous, sur la base de notre estimation carbone, ils ont souhaité contribuer à la neutralité carbone mondiale en transformant ça en crédit, l'équivalent de crédit carbone. C'est pas vraiment de la compensation de la contribution, mais en tout cas, ils ont souhaité payer dans les frais d'organisation 2 000 € sur du soutien à une association locale qui œuvre pour la gestion des forêts, une gestion responsable des forêts qui s'appelle Silvact, avec un projet local dans une forêt du domaine, dans le Beaufortin. Et puis il y a aussi des échanges avec les populations locales, les alpagistes. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas sur la partie ancrage local et une volonté d'impact positif sur le territoire. Et pour tout ça, on a été accompagné par un monsieur qui est juste derrière, qui s'appelle Antoine Pin et qui est le directeur de l'association PO, Protector Winters, en France. Dont on a la chance de partager les bureaux à Annecy. Et pourquoi on a souhaité être accompagné ? Parce que c'est déjà un gage de crédibilité, c'est une garantie de suivi dans le temps de la gestion du projet. Et puis, en fait, il y a le fait d'avoir une entité qui permet aussi de défiscaliser, de réduire son impôt via le crédit d'impôt à 60% via PO.
Et puis, surtout, ils nous ont conseillé. Ils nous ont dit, bah, allez, OK, pour l'impact positif, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y avait plusieurs choix. Est-ce qu'on fait, on met tous nos œufs dans un même panier ou alors on va aider plein de petits projets? Et c'est là-dessus qu'on s'est orienté sur Conseil de Pau. Et c'est Pau qui nous accompagne et qui fait le suivi de projet et qui permet de garantir que la cagnotte RSE qui est demandée aux partenaires soit vraiment mise à profit de bonne manière. Donc ça, c'est les partenaires, en plus de leur sponsoring pour l'événement, qui contribuent à une cagnotte particulière pour soutenir cette association-là. Et donc l'impact positif qu'on essaye de laisser sur le territoire via différents projets, notamment la ressourcerie de Beaufort, où on fait un soutien financier à la ressourcerie de Beaufort. La mobilité douce est encouragée, avec notamment, on rembourse 50% des billets de train de tous les participants qui viennent en train. Et navette depuis la gare d'Albervis de Beaufort. Exactement. Les sentiers du Beaufortin ont été... les sentiers. Une partie d'un sentier au col du Pré, notamment, a été réhabilitée avec l'ONF. Et notamment, là, c'est des bénévoles de chez Pau, justement, et puis des bénévoles de l'organisation qui sont allés prêter main forte pendant une semaine à l'ONF pour réhabiliter les sentiers. Et puis, il y a tout un aspect de sensibilisation avec des ateliers locaux qui ont été mis en place, notamment avec des collégiens. Et c'est la vidéo que je vais vous montrer juste après. Elle dure 1 minute et elle va vous présenter un atelier de fresque du climat. Là, on va faire une petite marche pour aller jusqu'au bivouac, donc là où on organise, nous, l'événement Ultra Spirit. Donc le bivouac est tout monté et tout, vous allez pouvoir voir donc, là où vous mangez, les parties comme ça. On pourra organiser l'atelier de la fresque de mobilité. Salut, on est là aujourd'hui avec le collège de Beaufort dans le cadre de l'Ultra Spirit pour faire une fresque de la mobilité avec les élèves du collège de la section montagne. Et donc on va passer l'après-midi ici pour voir les bases de c'est quoi la mobilité en France et comment réduire l'impact du transport. Donc voilà, donc on va voir comment limiter cette empreinte carbone. Donc comment ça va se passer l'atelier? On a 2 heures à peu près. Vous allez voir, ça va passer hyper vite, on va pas s'ennuyer du tout. Et là, du coup, les effets climat et écologiques et les effets sur la santé et l'économie du coup de la mobilité en France. Et 500 fois moins. Vas-y, ouais, bravo. Et vous, hop, 2%. En fait, avec Ultra Spirit, on essaye de mettre en place des actions un peu à impact positif sur le territoire. Là, par exemple, donc, grâce notamment à Salomon, donc, qui avait financé sur notre petite cagnotte environnement, on a pu mettre en place cet atelier cet après-midi avec les collégiens de Beaufort pour les emmener visiter le bivouac, avoir un petit moment un petit peu hors du temps avec eux et puis leur proposer une fresque de la mobilité. Voilà pour un des sujets qu'on a essayé de transmettre aux jeunes de Beaufort. Alors, ce qu'on fait, c'est bien, mais on n'est pas les seuls à faire des choses bien. Et moi, je voudrais aussi saluer d'autres organisations qui font des choses aussi très bien, notamment le Marathon du Mont Blanc, qui a également été accompagné par Aircop. Et notamment cette année, ils ont fait une mesure assez forte qui a été saluée par toute la communauté trail. Il faut savoir que le Marathon du Mont Blanc, ils ont beaucoup plus de demandes de coureurs, de candidatures que de places. Ils limitent le nombre de places. Et en fait, ils limitent cette année, 40% de leurs dossards sont réservés aux gens qui viennent en mobilité douce. Donc, c'est un vrai sujet de dire, en fait, moi, si je suis en mobilité douce, j'ai plus de chances d'être tiré au sort, quoi. Donc ça, c'est assez fort. Magali, de Chevalier du club d'espoir de Chamonix. Il y a un autre trail qui fait les choses très bien. Là, je vais parler plutôt de Jean-Michel Fort-Vincent et toutes ses équipes à Serponçon qui ont également été accompagnés par Aircop la première année. Et eux, notamment, ce qu'ils font de super, c'est qu'il n'y a pas de goodies. Ou alors les goodies qu'ils font, ils sont faits dans le département des Hautes-Alpes. Cette année, par exemple, ils font une fiole de Genepi et ils vont couler le verre dans le département. Et en fait, une marque comme Salomon, qui est partenaire de l'événement, ne peut pas donner de t-shirt. Ils disent, si vous voulez faire des t-shirts, offrir des t-shirts, vous les faites dans le département. Donc c'est hyper, le t-shirt c'est le plus cher du monde, mais au moins ça, c'est un sujet.
Il y a aussi quelqu'un qui fait les choses très bien, c'est la VVX, la Volvic Volcanic Experience. Eux, c'est un bel événement avec des gros enjeux RSE aussi, des beaux engagements. Et eux, par exemple, ils ont un parc de mobilier, de fournitures événementielles qu'ils mettent à disposition de tous les autres organisateurs d'événements. Gratuitement. En fait, il suffit d'aller le chercher à Clermont-Ferrand dans leur stockage. Ils ont des super beaux entrepôts et ils ont fait du mobilier, notamment avec des palettes et voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Bonjour. Et voilà. Et voilà, Antoine Beaupeau. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, en fait, moi je tenais une table ronde sur comment s'inviter à un endroit où on n'était pas attendu. Et donc je me suis dit que j'allais montrer à mon public comment on faisait. Alors, Max, est-ce que tu es content de me voir? On t'a vu dans la slide juste avant ou juste après? Regarde. Est-ce qu'on est synchro ou pas? Il est real life. Alors, c'est bien, on va s'adresser à tout le monde en même temps. Bonjour à vous, Bonjour, dans la salle. je présente Max là-bas. Max, c'est un des agents qui nous fait nous infiltrer à différents endroits. Parce que moi, j'ai l'ultime conviction qu'il aimerait bien dire ce qu'on dit nous, mais il préfère que ça soit nous qui le dise, comme ça, lui, il n'a pas besoin de le dire à côté. On essaie de faire plein de choses ensemble, et c'est ce vers quoi je veux tendre. Et si vous voulez savoir ce qu'on a dit juste avant, venez, on en reparlera. Globalement, l'idée de s'inviter, c'est pas pour faire chier. L'idée de s'inviter, c'est pour venir contribuer. On a une compétence, on a des choses à défendre, on a vos voix à défendre, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Max aussi. Vous pourrez lui demander, il me semble que j'ai été plusieurs fois dans sa présentation, et normalement il n'y avait pas de cible autour pour dire allez jeter des trucs dessus. Non, c'est justement, on disait qu'ils font des choses super, et notamment sur leur site internet, là, My Impact. My Event Impact. Ils ont ce guide des bonnes pratiques. Ok, en fait, ERCOP a contribué à rédiger ce rapport en prenant des exemples de bonnes pratiques dans plein d'événements, et en fait, il est hébergé sur le site de Pau, notamment. Voilà. Donc, encore une fois, c'était la prépa exemple. On peut ouvrir les portes. Bon, on a demandé quand même à Marion l'autorisation à Thibaut. On a un peu fait chez Unicorn, mais voilà. L'idée, elle n'est pas encore une fois à chaque fois d'être dans l'opposition. C'est si on veut ouvrir les portes, c'est parce qu'on veut contribuer. C'est pas parce qu'on veut détruire, c'est parce qu'on veut contribuer. Vous avez le choix. Soit vous nous laissez rentrer, soit vous nous laissez l'opportunité de défoncer votre porte et on verra comment ça se passe bien. À toute Max. Merci Antoine, merci à Baba. Allez, on passe, donc ça vous avez compris, de bonnes pratiques, on avance parce que le temps tourne, j'imagine. Je voulais juste mettre une mise en perspective et parler notamment de budget, parce qu'en fait c'est un événement qui coûte 300 000 €. Donc c'est pas un petit événement, c'est pas un événement une petite association locale dans un petit village peut organiser, on n'est pas là-dessus. Et en fait, ça, c'est important de le noter, surtout que 85% du budget provient des sponsors. Donc, clairement, cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans les sponsors et il n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas François Daen et l'image qui dégage et qui fait rayonner à travers le monde pour permettre à ces sponsors de rayonner, quoi. Donc, 15% est payé par les participants. Donc, c'est à peu près. Maintenant, c'est. Faites le calcul. Voilà, faites le calcul, 300 €. Hein. Il y a 120 participants, c'est ça? Ouais. Et par contre, il y a une mise en perspective que je voulais faire, c'est ça. C'est ce rapport entre le budget global et la cagnotte RSE. On a demandé à tous les partenaires. Ils étaient tous chauds au départ. Ouais, alors on va investir dans Ultra Spirit en tant que sponsor, mais on vous demande aussi de mettre un peu la main à la poche dans une cagnotte RSE. Ils étaient tous plein de bonne volonté au départ. Pourtant, c'est déductible à 60%. En plus. Mais bon. Et bien finalement, on a eu 10 000 €. Alors c'est très bien. C'est déjà bien. On a eu 10, l'année d'après, on a eu 15 000 €, mais voilà, c'est pour donner un peu le ratio, quoi. Voilà. On a eu quand même des accompagnements de ERCOP, Salomon notamment a financé voilà, voilà. Et dire qu'en fait, quand je dis que c'est pas évident, c'est que c'est une ressource à temps complet pratiquement. L'accompagnement RSE, voilà. RSE, ouais. Il faut un interlocuteur dans l'équipe d'organisation qui pilote ce sujet-là, parce que sinon on vient que en observateur et qu'ensuite il se passe rien, ça ne fonctionne pas.
Et puis, vous l'avez vu, hein, des soutiens techniques, notamment l'association PO pour nous, et puis ce financement RSE distinct de l'enveloppe marketing, quoi. Donc en fait, c'est pas rien. Ça demande un vrai engagement, quoi. Je crois que c'est notre dernière slide. Les tops, les flops. Les flops, parce que ça fait partie du cahier des charges. Les tops, les tops, c'est le départ en chaise. En fait, on vous en parlait tout à l'heure. On peut se relever vite. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, pour participer à l'événement, donc on demande le moyen de transport. Si vous êtes venu en avion, vous restez comme ça pendant quelques longues minutes. Si vous êtes venu en vélo, vous avez le droit de vous relever vite. Et de partir vite. Et voilà. Et donc, et ça, si les participants ne le savaient pas, on leur disait faites attention quand vous venez, essayez de covoiturer, machin, tout ça. Et ça avait quand même de l'effet, puisqu'on avait des gens qui sont venus en vélo, même depuis Annecy, je crois. Enfin, voilà, il y avait des gens qui étaient vraiment engagés. Dans les tops, il y a des surprises de l'organisateur, il ne faut pas le dire, mais le dimanche matin, il y a toujours une surprise. Ouais, la première année, on a fait venir une violoncelliste de renom de l'école de Gauthier Capuçon. Et lever de soleil dans le Beaufortin, 6 heures du mat, violoncelle, c'est le moment où toute l'équipe, on chiale, quoi. Enfin, franchement, c'est un an de boulot, mais on sait pourquoi on le fait, quoi. C'est pour ça. L'année d'après, c'était Jean Sulpice, chef doublement étoilé, qui a fait un petit déjeuner. Donc les coureurs sont partis à la fraîche de nuit en frontal pendant 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, ils sont arrivés sur un col. On avait prévu que ça soit pile le moment où le soleil se lève. Et là, il y avait Jean Sulpice qui leur a fait un petit déjeuner hors pair. Et une fois de plus, on a chialé. Dans les tops aussi, c'est vraiment l'esprit de l'événement où c'est une discipline très exigeante, mais ça se prend pas la tête et il y a le mix entre les vendanges et les défis un peu à la con et le côté vraiment exigeant où il faut faire 100 km en 3 jours et 10 000 mètres de dénivelé. Les flops, on en parlait un peu, les voyages en avion qui plombent le bilan carbone. 30% de l'impact carbone provient de ces voyages en avion, de 3 personnes. On peut l'enlever, c'est un choix, sauf qu'on est en fait qu'avec des marques internationales, globales, Salomon, Petzl. On pourrait se dire, on prend même pas cette équipe-là. Et après, est-ce qu'il n'y a pas une forme de discrimination? Il y en avait plus, en tout cas, voilà. Il y en avait, je sais pas, 4 ou 5 la première année, et ça a réduit. Maintenant, c'est plus qu'une. Mais on peut, c'est une vraie question. Est-ce on pourrait se dire, finalement, on en prend 0. Voilà. Peut-être qu'avec le temps. Dans les flops aussi, il y a la dépendance financière en sponsor. On l'a vu dans le budget. C'est 85%. Ils supportent 85% du coût de l'événement. Et voilà, le dernier flop, on en a parlé. La différence entre l'investissement pour l'événement des 300 000 € et des 10 000 € pour la cagnotte. Et je crois qu'on a fini. Merci, à vous. Merci. Max, Arthur, on a eu, je pense, une vision assez complémentaire de l'événement. Moi, ce que je voudrais entendre, c'est les gens qui participent. Et je crois qu'on a quelqu'un dans la pièce, justement, qui s'était entraîné pendant des heures, des semaines pour cet événement-là et qui était hyper prêt et hyper chaud. J'aimerais que tu nous partages un petit peu ton expérience, Enak. C'est lui, in real. Bonjour tout le monde. Alors moi, je connaissais pas du tout l'univers du trail. La dernière fois que j'avais pris un dossard pour faire une compétition de cross, c'était au collège. Donc ça faisait longtemps. Et puis finalement, Mac, Charlie, François nous ont proposé de nous inviter via l'équipe Petzl. Et on a débarqué et je connaissais rien du tout. J'ai adoré, moi, l'idée déjà d'arriver et qu'on gagnait du temps, en fait, finalement, en venant en covoiturage. Donc nous, on a été malin, on a pris une voiture de l'organisation. Comme ça, on a vachement gagné de temps. Non, en fait, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'était de me dire, waouh, en fait, juste autour de la maison, il y a des trucs incroyables. J'ai découvert finalement un sport puisque je n'en fais pas du tout. J'ai découvert les montagnes du Beaufortin parce qu'en fait, je les connais pas l'été. Et puis, la vallée de Bourg-Saint-Maurice, c'est plus joli quand même. Non, et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, puisqu'avec toutes les compètes que j'ai fait de par le tour du monde et tout ça, c'est finalement avec si peu, on peut faire vraiment beaucoup. Et si je m'amuse à comparer aux jeux ou aux X-Games, où il y a des infrastructures de dingue, où finalement c'est un rêve éphémère et c'est même cheap à la fin,
Nous, on s'est retrouvés là-haut, sous des tentes, à vivre un truc complètement fou. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Bon, j'ai perdu 4 kilos, j'ai eu des courbatures pendant 15 jours, j'ai eu des ampoules. Je m'étais entraîné 3 heures avant. Le lundi, je me suis acheté une paire de baskets Salomon, je le dis. Et le vendredi, j'ai pris le départ de l'événement. Et non, non, c'était assez incroyable. Et en fait, de ce que je retire de cet événement, c'est surtout la possibilité de faire des événements vraiment clean. Voilà. Et ça m'a vraiment bluffé. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la bière aussi. Sur l'événement, il ne le dit pas, mais c'est quand même, on fait la fête. Voilà. Merci Enak. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour le partage. J'avais une question. Vous mettez en flop les 85% de sponsoring. Si c'était en top, ça serait quoi ces 85%? Est-ce que vous pouvez faire autrement? En fait, le modèle économique de l'événement n'est pas viable sans ses partenaires. Et moi, je vais même aller plus loin. Ma boîte Fil Expérience n'est pas viable sans les investissements marketing derrière. Et alors, on se dit, ouais, c'est du marketing. Est-ce que le marketing en vaut la peine? Mais on essaye de se dire, OK, on essaye quand même, notre mission, c'est de promouvoir la montagne et que les gens sortent dehors. Et je pense pas que ça soit le pire. OK, on fait du marketing, mais derrière, c'est pour inviter les gens à vivre des expériences fortes en montagne. Donc, ça peut légitimer d'avoir des investissements de marque et des promotions voilà, de marque ou de territoire. Voilà. Donc oui, si on n'avait pas ces partenaires, ce serait clairement pas viable. Merci, mais Et est-ce qu'il existe justement des événements où il n'y a pas de partenaire? Pas vraiment, non? c'est dur et les coûts d'organisation. Là, vous avez compris que si l'événement était financé par les participants, ce serait 3 000 € par coureur pour 3 jours. Pour dormir dans un tipi à moins 5 degrés, quoi. Ouais, c'est quand même super, quoi. Waouh! Ouais, non, le modèle économique de l'événementiel, on va dire haut de gamme, professionnel en tout cas, ouais, est souvent lié au partenariat, au sponsoring. C'est une des composantes du revenu. Il y en a d'autres. Il y a la billetterie, il y a la buvette, il peut y avoir l'hospitalité quand il y a d'autres boîtes qui viennent sur un événement. Voilà, les différents modèles de revenus économiques d'un événement, ils sont variés. Mais c'est sûr que le sponsoring est un des gros revenus, quoi. 300 €. Ouais. En fait, ça vient percuter c'est pas tant la différence des 85%, c'est que parfois les intérêts de ces marques-là sont un peu contradictoires avec voilà, les lignes directrices RSE que vous essayez de suivre. Donc, c'est ce que tu disais au début, la ligne de crête entre les deux. Et puis, c'est aussi un événement qui, par sa forme, coûte cher parce qu'il est dans un milieu quand même un peu hostile, entre guillemets, enfin en tout cas reculé, il n'y a aucune infrastructure, donc ça coûte cher de mettre tout ça en place. Et puis c'est pour un très petit nombre de personnes. S'il y avait 1000 personnes, bon, ça serait encore une autre organisation, mais il y aurait un peu potentiellement des coûts qui pourraient se lisser. Mais voilà, donc il y a plein de contraintes qui font que, voilà, mais il n'y a pas forcément de modèle différent. Merci d'avoir lancé le sujet sur justement, sans rentrer dans le détail, un peu votre structure de coûts. Parce que là, qu'est-ce qui fait que là, il y a aucune économie d'échelle, on entend et voilà, qu'est-ce qui est, ce que vous pourriez faire avec 2 fois moins? Est-ce que ça peut être un défi aussi de se dire: «Non, on fait 2 fois moins», voilà. Alors 2 fois moins, non, c'est clairement impossible. En fait, on est en train de réduire un peu le budget, justement, parce que les budgets marketing s'érodent un peu autour du projet. Donc là, on est déjà dans certaines économies. La structure de coût, ce qui coûte cher, c'est l'humain, les RH, forcément. Donc nous, agence, l'organisation derrière de Carline qui y passe beaucoup de temps, François qui donne de son image, voilà, les secouristes. Ça, l'humain, les RH, c'est le premier coût de dépense. Et puis derrière, la sécurité coûte cher.
tout ce qui est les infrastructures radio, parce qu'on met des relais radio en montagne. On a 90 postes de radio à travers différentes vallées, donc c'est pas forcément évident. Voilà, on peut, je pourrais vous détailler. On a des outils justement de gestion de projet qui nous font des beaux graphiques, des beaux camemberts et qui nous expliquent ce qui coûte cher dans un événement. Et d'ailleurs, les gens hallucinent quand au départ, les marques viennent nous voir. Et d'ailleurs, Salomon le savait parce que Salomon est acteur de l'événementiel depuis des années. Mais quand François et Caroline, on leur a dit ça va coûter à peu près 300. À grosso merdo, les gars, ça va coûter 250-300 000 euros. Ils disent, ah, rigolez, nous, on fait les vendanges avec que dalle. Bah ouais, bah ouais, mais en fait, non, parce que tout le monde, nous, on n'est pas bénévoles, même s'il y a des bénévoles pendant l'événement. Et heureusement qu'ils sont là. C'est si on devait rémunérer tout le monde, ça serait encore moins viable. Et merci à eux. Mais oui, globalement, il y a des échelles pour un événement professionnel qui veut un rayonnement médiatique de qualité qui nous oblige à vous coûter cher, quoi. Hein, Enac. On le sait. Oui. Du coup, ça fonctionne? Ouais. Un tel investissement de la part de Salomon, Petzl ou toutes les autres marques, j'ai pas vu exactement qui y avait, c'est pour se rattacher à l'image de François Aden et sa famille, ou c'est aussi parce que derrière le retour juste médiatique et image est suffisant pour dire on est prêt à mettre 200 000. Enfin, je sais pas si c'est Salomon qui met la plupart, mais j'imagine qu'ils mettent à cette hauteur-là. Et rien que le retour sur image leur suffit pour dire on y va, ou il y a autre chose. Enfin, c'est une très bonne question et c'est très difficile de quantifier le retour sur image et de quantifier le ROI, le retour sur investissement d'un événement. C'est ce qu'on s'évertue à faire avec plein de capteurs. Autant on a plein de capteurs sur la partie RSE, comme vous l'avez compris, autant on a plein de capteurs sur les données économiques qui sont générées par exemple pour le territoire, parce qu'un territoire, quand il nous mandate ou qui nous accueille, bah, on essaye de faire vivre ce territoire. Donc il y a des mesures d'impact économique et des mesures d'impact médiatique. Donc sur les réseaux sociaux, on arrive à tracer réellement combien il y a eu de vues, les retours télé, les retours réseaux sociaux, et tout ça est quantifié par des agences de presse, par des agences spécialisées dans les réseaux sociaux qui diffusent et mesurent. Et oui, s'ils le font encore, c'est que c'est rentable. C'est que c'est en fait aujourd'hui le marketing sportif et soutenir ses athlètes, c'est inspirationnel. Et aujourd'hui, quand on achète du Salomon, on n'achète pas une autre marque, on l'achète parce que elle incarne des valeurs qui sont elles-mêmes incarnées par des sportifs et par des messages qui ont été transmis via différents canaux. Et cette valeur-là, elle n'est pas forcément toujours tangible, mais néanmoins, elle est véritable, puisque sinon, on ne serait plus là, quoi. Tout à fait. On va prendre une dernière question. Merci. Alors, j'avais juste une question par rapport notamment aux spectateurs, parce que une grande partie du bilan carbone, il est lié du coup aux spectateurs aussi. Comment ça se passe? Parce que là, vous pouvez mesurer les personnes qui viennent pour courir, mais comment vous faites pour les personnes qui viennent supporter? On n'en fait pas. On fait aucune communication extérieure pour faire venir des spectateurs, des accompagnants. En général, les équipes viennent entre elles. Ils sont déjà 3. Ils viennent pas avec en famille, voilà. On fait aucun show, aucun séance de dédicace, aucune communication sur les célébrités qui vont être là en tant que personnalité publique. Enac était là, on l'a jamais dit que Enac serait là, que Jim Wamsley était là, on l'a jamais dit. On le voit après, a posteriori, mais on n'invite pas, on fait pas de promotion à se déplacer. Et en fait, l'événement est un peu clos sur lui-même. On avait pour ambition la première année d'ouvrir un peu, notamment il y a un beer mile, c'est un moment, une course un peu sympa où il faut boire des bières en montant après une belle journée. Puis il y a un concert, on s'est posé la question de le faire, d'ouvrir à tout le monde. Mais en fait, on est à 2000 mètres d'altitude dans un alpage et déjà c'est hyper limitant. Pour venir, il faut déjà faire à minima 3/4 d'heure, 1 heure de marche. Et en fait, on n'a pas du coup de spectateurs à proprement dit, à part les gens du village qui sont avec les sonnettes, les cloches le matin et qui encouragent les coureurs, quoi.
Et pour répondre à ta question sur les autres événements, ce que nous, on leur conseille de faire, c'est d'interroger les personnes quand ils s'inscrivent. C'est obligatoire pour vous inscrire. Il faut que vous disiez d'où vous partez, combien de kilomètres vous allez faire, dans quel moyen de transport. Ça, tu peux le faire à l'inscription. Alors, le problème, c'est que c'est souvent longtemps avant, donc les gens ne savent pas forcément comment ils vont venir. Ou alors, tu fais des enquêtes, un sondage, en gros, sur l'événement, sur un échantillon représentatif, et comme ça, tu peux extrapoler. Et en effet, c'est hyper important, puisque ça représente souvent les 3/4, voire plus de l'empreinte carbone. On a fini, il y a du bruit dehors. Je suis désolée, on va devoir arrêter parce qu'on doit enchaîner, mais par contre, prenez bien le temps et ils sont encore là jusqu'à la fin de la journée. Donc, si vous avez besoin de leur poser une question, n'hésitez pas. Je vous laisse les applaudir pour conclure ce moment avec eux. Merci. Merci les garçons.